Bonsoir à tous. Désolée, je parle pas bien anglais. Enfin, si je parle anglais, mais avec mon accent, je comprends mieux. Je parle en anglais, donc j'espère que vous allez quand même comprendre mon tour en français. Donc, bienvenue à mon tour l'intelligence artificielle au service de la langue des signes, entre les solutions et les mythes. Donc, je m'appelle Emmanuel Abouaf et je suis sourde de naissance. J'ai 2 implants cochléaires qui me permettent de vous entendre. Et ça me tient à cœur de donner des conférences autour de l'accessibilité, autour des sujets sur le handicap, l'intelligence artificielle au service de l'accessibilité. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la langue des signes. Je suis développeuse depuis une dizaine d'années maintenant et je travaille depuis 2 ans chez Shodo Paris, qui est une ESN spécialisée dans le développement, une ESN qui est vraiment axée sur la justice sociale. Et bien chez Shodo, on est vraiment égalitaire au niveau des salaires. On a des congés parentaux, des congés menstruels. Tout est fait pour qu'on se sente bien chez Shodo. La santé mentale est vraiment prise au sérieux. Et puis on fait des conférences, on donne du coaching sur des technologies. Et évidemment, je suis ambassadrice de Women Test Makers depuis 1 an maintenant. Et je suis fière d'être à côté des femmes qui sont tout aussi ambassadrices. Et je fais partie du groupe de travail international de CNCF, Deaf and Hard of Hearing Working Group, qui est un groupe de travail qui réunit les personnes sourdes et malentendantes dans le monde entier. Et je fais partie également de 2 associations françaises féministes, l'ISO et Duchesse France. Alors, il faut savoir que dans le monde entier, selon l'OMS, environ 466 millions de personnes dans le monde sont touchées par une perte auditive invalidante. En France, 6 à 7 millions de personnes sourdes et malentendantes. Dans le monde entier, nous avons 72 millions de personnes sourdes et malentendantes dans le monde entier qui utilisent la langue des signes. Et en France, on estime entre 100 000 et 300 000 personnes qui parlent la langue des signes française. Et il faut savoir qu'il y a 300 langues des signes différentes dans le monde entier. Il veut dire que la langue des signes n'est pas universelle. Contrairement aux idées reçues, on pense que la langue des signes est universelle, mais non. Chaque pays a sa propre langue. En France, nous avons la langue des signes française. Aux États-Unis, nous avons la langue des signes américaine. En Angleterre, la langue des signes britannique, BSL. Et évidemment, dans d'autres pays, plein de langues des signes locales. Et nous avons aussi une langue des signes internationale, International Sign Language, qui nous permet, comme la langue qui est la langue internationale, nous avons la langue des signes internationale. Ce qui fait que, non, la langue des signes n'est pas universelle. Donc, quand vous utilisez un outil avec une base de données qui est à votre disposition, il faut savoir que la base de données qui est un peu de sourde contient la langue des signes américaine. Donc, si vous voulez vous amuser avec cette base de données et vous voulez construire un outil avec, il faut savoir que ça ne marchera pas en France. Parce que très peu de personnes sont des malentendantes connaissent la langue des signes américaine. Nous utilisons la langue des signes française. Malheureusement, la base de données contenant la langue des signes française n'est pas disponible, n'est pas open source et complètement verrouillée. Donc, il fait si vous voulez construire un outil avec la langue des signes française, il faut savoir que vous devez connaître la communauté sourde et malentendante, il faut connaître la culture sourde et apprendre la langue des signes locale auprès des personnes sourdes, parce que si vous construisez un outil et vous ne connaissez pas la langue des signes, comment vous pouvez savoir que l'outil est fiable? Que c'est bien traduit, que c'est correctement retranscrit en langue des signes.
Et surtout, si l'outil que vous voulez construire avec la langue des signes, elle va être utile. Et c'est important d'être en contact avec la communauté pour savoir si l'outil que vous voulez construire sera utile. Parce qu'il y a quelques années, il y a eu dans les journaux des étudiants américains à avoir, par exemple, qui ont eu la merveilleuse idée de construire des hants pour traduire la langue des signes. Et ces hants-là, c'est des gros machins trucs qui permettent de... C'est lourd, il faut les porter, et apparemment, ça traduit en langue des signes. Sauf que ces hants, elles ne savent rien, elles n'ont pas été... elles n'ont pas eu l'aval de la communauté sourde qui me dit, mais ouais, va me servir les hants, je ne vais pas me balader avec ces hants, c'est tellement ridicule. Et les étudiants, ils ont juste construit ces hants-là pour le fun, parce qu'ils ont fait face à un challenge technique, un diable. Et si je construisais un outil qui va permettre d'aider les personnes sourdes, et en même temps, c'est un super challenge technique. Mais oui, mais non. C'est important de connaître la communauté, la culture sourde, pour connaître leurs besoins avant de construire des outils. Et les hants ont eu l'aval des annonceurs qui ont dit « Ah oui, c'est génial », mais ils n'ont pas eu l'aval de la communauté. Tout le concept de Richardson, Disability Student, qui peut se traduire échec de handicap, et en fait, c'est un terme qui dit ça attire l'attention sur le phénomène des étudiants et des praticiens en design et ingénierie qui prototypent des solutions innovantes pour les personnes handicapées. Et en fait, c'est une définition satirique qui dit en fait, on construit des technologies pour les personnes handicapées et ça attire l'attention du grand public, elles sont louées, mais elles n'ont pas l'aval de la communauté. Donc, souvent, j'ai bien vu aujourd'hui, je vais dans les salons de Vivatech, je vois plein d'outils, c'est génial, j'ai construit un super outil pour les personnes handicapées, sans être en contact avec les personnes concernées. Tout le terme disability student. Aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités avec l'intelligence artificielle, il y a un sous-domaine qui est émergé, on appelle le Sign Language Processing, SLR. Donc, c'est vraiment un traitement dédié à la langue des signes qui permet de traduire automatiquement la langue des signes en en parler ou écrite, et vice-versa, à condition d'avoir la base de données fournie. Et donc, grâce à ce traitement, on voit fleurir plein de projets autour de la langue des signes. Aujourd'hui, il devient de plus en plus facile de construire des outils avec la langue des signes grâce à SLR. Et du coup, on voit émerger beaucoup d'avatars 3D, et c'est la solution. En France, nous avons les startups comme IA et EVS qui proposent de traduire les contenus en langue des signes française, puis un avatar 3D. Et vous pouvez voir que c'est totalement réaliste. Et vraiment, c'est Spotend qui a créé cet avatar. Spotend qui fait partie de l'entreprise IA. Et donc, Mediapitch est un journal pour les personnes sourdes et malentendantes, un journal en langue des signes. Et vraiment, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai trouvé que c'était vraiment bluffant. En anglais, nous avons plein d'autres sites comme Signaria sur la langue des signes américaine ou Synapse sur la langue des signes britannique qui propose également des traductions automatiques en langue des signes pour les vidéos, les textes et les audios. Et pour cause, nous avons l'avatar de Synapse qui est en langue des signes britannique. Et donc là, on voit que l'avatar il est super réaliste. Il y a une frontière assez floue entre l'avatar et la personne qui interprète. Et vraiment, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai eu un doute et dit, est-ce que c'est vraiment une vraie personne qui signe ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle? D'où l'intérêt de mettre un tampon
intelligence artificielle, on voit sur les réseaux sociaux où on a un petit doute avec les images, les vidéos, est-ce que c'est généré par l'intelligence artificielle ou pas? Parce que ça devient de plus en plus difficile de détecter s'il y a intelligence artificielle ou pas. Et la problématique là, c'est sur cette vidéo, on voit on manque d'expressivité sur l'avatar. Là, la phrase, il dit « Je suis contente d'être là avec vous pour donner cette conférence sur l'intelligence artificielle et en langue des signes. » Et vous voyez l'expression, il a pas l'air d'être joyeux, c'est totalement, même c'est négatif. Donc, c'est pas tout à fait ça. Et en même temps, la qualité, elle n'est pas du tout bonne. Il manque des mots. J'ai même des notions en langue des signes britannique et il manque le terme être ici avec vous. Donc là, il dit je suis contente de donner cette conférence sur l'IA et la langue des signes. Donc voilà, c'est pas tout à fait à 100% fiable, mais on voit qu'il y a quand même des progrès. Vous avez sûrement entendu l'annonce de Ouya.io. Récemment, lors d'un ENIAC, ils ont annoncé Sign Schema, donc qui va être du sign to text. Précédemment, on a vu du text to sign. Là, ça va être du sign to text. Et donc là, tu vas capturer, l'IA va capturer le visage, il va capturer les signes. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit en me disant, mais est-ce que la traduction va être fiable? Elle va être correcte? Et tu vérifies la traduction est correcte parce que certaines personnes sourdes et malentendantes qui s'expriment en langue des signes ne maîtrisent pas très bien le français ou l'anglais ou quoi que ce soit. Donc, d'emblée, elle va se dire, bah, c'est bon, c'est écrit et j'envoie. Donc, tu vas vérifier la personne concernée ou les modérateurs. À voir. Est-ce que les expressions faciales du corps sont prises en compte? Parce que là, on va parler en langue des signes. Les expressions du corps et du visage ont leur importance. On peut dire oui, je suis contente, je suis en colère. Ton texte va apporter en fonction de ça. Est-ce que la main dominante sera prise en compte? Je pose cette question-là parce que j'ai eu cette expérience avec l'entreprise IBES, où ils ont sorti un avatar, un signbot, et pour un démo sur la livraison. J'ai commencé à signer et l'IA ne m'a pas comprise parce que ma main dominante est de gauche, alors que l'IA avait l'habitude de comprendre à droite. Donc, il y a aussi cette histoire de main dominante qui va être prise en compte. Et enfin, la langue des signes, ce n'est pas juste signer mot à mot ou la fin de bail. C'est vraiment les personnes sourdes et malentendantes qui s'expriment en langue des signes, elles signent très très vite. Et quand vous voyez cette vidéo, donc c'est vraiment une vidéo sensibilisation par IA, qui voilà, quand on signe, on ne signe pas comme ça, le fait qu'on laisse le temps à l'IA de capturer signe par signe, mais en réalité, ça va au plus vite que ça. Et la vraie langue des signes, c'est vraiment, on signe très très vite à une toute vitesse. Et donc là, ça va être un enjeu important, la vitesse de savoir que l'IA, est-ce qu'elle va savoir capturer en temps réel la langue des signes. Et justement, le signbot sur lequel j'ai testé, il y a eu la même problématique. J'ai commencé à signer super vite et il ne m'a pas comprise. Et du coup, j'ai dû ralentir mon débit, faire signe par signe pour que l'IA me comprenne. Voilà. Donc, vraiment, c'est important de savoir, c'est pour ça que c'est important de connaître la langue des signes pour comprendre ces enjeux-là. Donc, vraiment, les défis techniques de l'intelligence artificielle sur la langue des signes, ça va être le fait que la langue des signes n'est pas juste une langue avec des signes. C'est pas juste bonjour, ça va,
Voilà, et du coup, c'est vraiment une langue vivante avec ses propres règles, ses expressions du hors, du visage. Moi, je connais la langue des signes, mais vraiment la base, et je fais plutôt du français signé. C'est-à-dire que je m'exprime en français et je signe à l'endroit de fait. Quand je dis je vais à la maison, ça c'est du vrai français. Mais normalement, en langue des signes, on fait une maison, je vais, on montre l'objet d'abord et on complète. Donc il y a vraiment une syntaxe qui est vraiment spécifique en langue des signes, qui fait, ouais, c'est vraiment, elle a ses propres règles, avec des expressions du hors, du visage, qui ont vraiment leur importance pour dire, voilà, si je suis contente ou si je suis ravie, tout en signant, c'est vraiment important. Et on a tendance à dire que la langue des signes, c'est juste l'alphabet, en être la théologie. Mais non, ça ne suffit pas. Et en effet, un signe, il peut signifier plusieurs mots selon un texte. Un mot français avec les synonymes. Donc, il y a aussi, je vois avec les sous-titres automatiques, on ne prend pas un texte, on prend son texte et elle va sortir des mots qui n'ont rien à voir. Et enfin, c'est une langue qui évolue sans cesse. Donc, ça veut dire que la base de données doit être constamment alimentée. Dès qu'on a un nouveau président, par exemple, on va lui attribuer un nouveau signe. Dès qu'on a un nouveau terme technique, un nouveau mot qui est inventé, on va lui attribuer un signe. Donc, c'est une langue qui évolue sans cesse. Et c'est pourquoi il faut s'assurer que les expressions du visage du hors soient correctement restituées, que la traduction de la langue des signes vers oral et écrit, ou vice-versa, soit correcte, que la base de données soit constamment alimentée. C'est difficile parce que l'intelligence artificielle doit capturer en motion le nouveau signe, c'est-à-dire avec tous les captures qu'on a, et il va capturer la langue des signes et les signes. Donc, ce n'est pas juste mettre un verbatim, comme on fait avec les sous-titres, et dire voilà, il y a un nouveau mot, je mets un mot et c'est bon. Non, c'est compliqué ça. Ça nécessite vraiment un moyen technologique pour pouvoir apprivoiser le nouveau signe, enregistrer, l'utiliser dans le bon contexte. Et s'il y a une mauvaise interprétation, ça peut avoir des conséquences plus ou moins graves. C'est pourquoi je dis tout le temps que la langue des signes aujourd'hui, dès qu'elle est avec l'intelligence artificielle, tout comme les sous-titres automatiques, ce n'est pas fiable à 100%. J'utilise tous les jours les sous-titres automatiques et franchement, il y a énormément de substances mentales parce qu'il y a des fois des trous, des fois des mots qui ne veulent rien dire, notamment avec les termes très techniques. Plus c'est technique, moins ça marche. Alors, avec la langue des signes, si vous ne maîtrisez pas le jargon technique, on est mal barré. Peut-être d'ici quelques années, la langue des signes automatique, comme les sous-titres automatiques, seront de plus en plus efficaces. Mais actuellement, aujourd'hui, on a ses limites. Et les avatars 3D, elles n'ont pas pour vocation de remplacer les interprètes qui sont sur le terrain, parce que sur le terrain, on va sur un rendez-vous médical ou à consultation juridique. L'intelligence artificielle ne saura pas traduire en langue des signes les termes médicaux, juridiques, pour l'instant. Et c'est vraiment, oui, il y a une pénurie d'interprètes. Et quand il arrive, on aura toujours besoin des interprètes sur le terrain. Par contre, on pourrait utiliser des avatars 3D pour traduire les contenus numériques sur Internet. Ça, ce serait une alternative. Parce que sur Internet, il y a plein de pages et même de nombreuses personnes sont les maintenantes s'exprimant en langue des signes qui ne maîtrisent pas très bien le français. Du coup, ça peut être une alternative parce que les textes sur Internet, sur les pages, sur les sites web sont figés. Ils ne bougent pas, ils n'évoluent pas. Donc, on peut faire appel à ces avatars-là pour traduire le contenu écrit. Je vous ai parlé de SignPost, donc ça ressemble. Donc, j'ai vu Vivatech l'année dernière, et du coup, c'est un démo sur la livraison. Et
sur le petit arrêt, il va capturer ce que je suis en train de signer et il va me répondre en langue des signes. Et ce symbole a été construit avec la communauté sourde et malentendante. Il veut dire qu'au sein de IVES, il y a vraiment toute une équipe de personnes sourdes et malentendantes qui savent s'exprimer en langue des signes et qui font le travail d'enrichir la base de données, de restituer correctement le signe associé. Parce que la langue des signes est très vaste, elle évolue, donc c'est vraiment important de travailler avec la communauté, surtout pour s'assurer que les mouvements du corps, du visage et les mains soient correctement restituées. Aujourd'hui, le point faible, ça va être les expressions faciales. Demain, ce sera de plus en plus compétent. Et nous avons aussi SyncSpeak qui dit oui, moi je ne construis pas mon outil pour les personnes sourdes et malentendantes sans les personnes sourdes. Donc je l'ai construit avec elles. Et c'est pourquoi il y a le message Nothing about us without us, rien sur nous sans nous, qui est un slogan venant des États-Unis, qui est un cri de ralliement créé par les personnes handicapées qui disent vous devez construire des outils pour les personnes handicapées avec les personnes handicapées. Dans la tech, évidemment, il y a très peu de personnes handicapées qui travaillent dans la tech, malheureusement, et c'est parce qu'il manque de formation accessible, parce que les entreprises ne savent pas comment travailler avec les personnes handicapées, c'est pour ça qu'il faut les sensibiliser et les amener à travailler avec les personnes handicapées, parce que nous avons besoin d'elles pour construire des outils fiables, efficaces, au service de l'accessibilité et au service du handicap. Merci beaucoup. La salle. Ce serait justement le point que tu disais juste à la fin sur l'accessibilité dans le monde du travail, qui est un frein pour les personnes handicapées de rejoindre certaines la tech notamment. Qu'est-ce que tu dirais dans ton entreprise actuelle, quelles sont les choses concrètes qui ont été mises en place pour que toi justement tu te sentes à l'aise et que peut-être d'autres personnes ayant d'autres handicaps puissent se sentir bien et travailler sur la demande, collaborer sur la demande? Il faut savoir qu'il y a la loi du 11 février 2005. C'est une loi qui existe depuis 20 ans et qui est vraiment très peu appliquée, malheureusement. Et ça fait 20 ans que la loi existe qui dit que les établissements recevant du public doivent être accessibles. Et ça, on prend pour les écoles, les formations, voire même les sites internet numériques. D'ailleurs, vous avez sûrement entendu parler de l'échéance du 28 juin. Il y a un jour, qui fait qu'on doit rendre accessibles les sites web pour les sites de e-commerce et tout ça. Et il y a vraiment un retard sur l'accessibilité des sites web, des formations en ligne, les publics. Vraiment, on est loin de pouvoir former correctement les personnes handicapées. Et en France, nous sommes 12 millions de personnes handicapées et il y a une large diversité de handicaps, que ce soit des handicaps visibles ou invisibles. Et pour ça, il faut écouter les besoins de chaque personne pour pouvoir aménager le poste. Pour ma part, étant sourde, j'ai un aménagement de poste qui fait j'ai un service de transcription écrite par des professionnels, des personnes qui transcrivent en temps réel les réunions, parce que dès qu'il y a énormément de personnes, je ne peux pas lire sur les dates toute la journée, c'est très épuisant. Et du coup, chez ce service-là, qui m'aide. Et ça, c'est financé par la GEFIP, qui est une structure qui permet de financer les besoins des salariés handicapés. Et la FIP pour les entreprises publiques. Donc aujourd'hui, il y a des moyens pour rendre accessible, mais on ne le fait pas sûrement par manque de sensibilisation, par manque d'ignorance. Parce qu'on pense que le handicap, c'est une personne handicapée, c'est une personne qui n'est pas capable, qui ne peut pas travailler. Alors, c'est au contraire, si on nous donne les moyens de faire notre travail correctement, de nous former, on peut travailler comme tout le monde. Oui.
Merci pour cette présentation. En ce qui concerne le handicap, après, je trouve qu'en ce qui concerne les personnes autistes, ça se démocratise pas mal le monde de la tech. Je connais pas mal de personnes autistes qui travaillent dans ce domaine-là et après, je pense que c'est un peu un cliché, comme quoi les personnes autistes, c'est des matheux et c'est des geeks, mais ça commence un peu à se démocratiser. Tout à fait, et justement, l'intelligence artificielle n'est pas du tout bon sur le handicap en termes de représentation du handicap. Et c'est un des enjeux, justement, le fait qu'il y a très peu de personnes handicapées dans la tech et qui travaillent dans l'intelligence artificielle. Et ChatGPT est sorti, j'ai fait l'expérience de générer des images avec Midjourney, pardon. Et du coup, je lui ai demandé de me générer des personnes sourdes et ça m'a généré des personnes âgées parce qu'on pense que la surdité, ça touche les personnes âgées. Donc, il y a vraiment des biais sur le handicap parce que les personnes qui construisent l'intelligence artificielle ne connaissent pas le handicap. Et du coup, j'ai vu il y a une excellente vidéo, d'ailleurs, si je peux te l'envoyer, et qui disait, en termes de représentation des personnes autistes, et ben, ça renvoyait des hommes qui ont l'air tristes, avec un nez bizarre, enfin un visage très défiguré en disant, voilà, à quoi ressemblent les personnes autistes. Alors, ce n'est pas du tout la réalité. Donc, ouais, voilà, et vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important d'appuyer les personnes concernées pour pouvoir rendre l'intelligence artificielle plus inclusive, plus diversifiée. On dit on manque de femmes, on manque de représentation des femmes dans la tech. Et en moins, et c'est valable aussi pour les personnes handicapées, parce qu'il y en a en moins. Et c'est valable aussi pour les personnes racisées, les personnes LGBTQIA+, qui fait, voilà, là, en termes de représentation des minorités, dans l'intelligence artificielle, c'est vraiment un problème. Je trouve ça assez intéressant et ça interroge pas mal notre société, je trouve, parce que dans la présentation, vous avez montré qu'il y a des technologies qui sont développées de zéro pour aider les personnes en situation de handicap sans leur demander quoi que ce soit. Et du coup, c'est un peu... avec la technologie, on va vous aider, mais après, quand on regarde effectivement l'IA ou n'importe quelle autre technologie qui a été développée, par exemple la reconnaissance faciale, qui ne connaissait pas les personnes noires ou asiatiques au tout départ, on se rend compte que dès le départ, c'est pas du tout inclusif et que quand on essaye d'inclure les personnes, c'est toujours les personnes exclues, donc ici les personnes sourdes, c'est toujours le mot qui me vient à l'esprit, c'est maladroit parce qu'on essaie de les réintégrer dans quelque chose où à la base ils ne sont pas dedans. Ouais, et c'est pour ça que c'est important dès qu'on a une idée, c'est de demander à la communauté, aux personnes concernées si cette idée fonctionne. Parce que à Vivatech, j'avais vu plein d'entreprises qui ont construit des fauteuils roulants pour une personne, pour une seule typologie de personnes à mobilité réduite. Et j'ai été accompagnée de mon ami qui est en fauteuil roulant. Elle me dit, mais moi, je ne peux pas utiliser ce fauteuil, ma morphologie n'est pas du tout adaptée. Et du coup, on a beau bien faire les choses, mais c'est important d'avoir plusieurs échantillons parce qu'un handicap a plusieurs typologies. Personne n'est pareil. On est tous différents, chaque besoin est différent. Et c'est pour ça, merci d'avoir pointé cette problématique de fait qu'on a beau être dans la tech, on a plein d'idées, on a tendance à oublier, il faut solliciter les personnes dès le départ de faire des études de marché pour s'assurer que l'outil va être fiable. Parce qu'on a tendance à y penser à la fin et on a dépensé tout cet argent pour rien au final. J'espère avoir répondu à tes questions. Merci pour cette présentation. Pour ma part, c'était une question par rapport aux outils potentiellement qui peuvent être développés. Est-ce que, par exemple, vous avez vu à Vivatech, vous parliez des gants que vous aviez vus à Vivatech ou ailleurs, je ne sais plus, qui étaient donc refusés, enfin, qui n'étaient pas acceptés par la communauté sourde et malentendante. Est-ce que vous avez vu jusque-là des outils autres
qui permettent dans la vie réelle de traduire, ne serait-ce qu'un petit peu, jusque-là, la langue des signes, où il n'y a aucun outil qui sont disponibles actuellement. Et si c'est le cas, est-ce que vous avez des idées peut-être, vous ou même dans la communauté, est-ce qu'il y a des idées qui sont peut-être en cours de développement pour contrer ça, mais vraiment pour le côté réel, pas par rapport... Oui, il y a 2 entreprises. Il y a IVS, je vous ai cité, vraiment, ils travaillent dur pour justement aider les personnes sur les malentendants s'exprimer en langue des signes. C'est vraiment hors de développement. Donc, là, c'est vraiment un des bêta-tests. Il n'est pas possible aujourd'hui de les utiliser en temps réel parce que ça demande beaucoup de travail, des années de recherche. Et nous sommes vraiment au début. Enfin, ça fait le boom de l'intelligence artificielle a débuté il y a 2 ans. Mais vraiment, les recherches existent depuis des années. Et grâce au SLR, on a vraiment accéléré vraiment la recherche. Mais dans l'état aujourd'hui, c'est loin d'être fiable. Vraiment, j'estime il faudrait peut-être 3-5 ans pour vraiment utiliser les outils. Parce que là, aujourd'hui, on a plein de l'intelligence artificielle, notamment avec ChatGPT ou autres prompts. Vraiment, aujourd'hui, au quotidien, ça aide beaucoup les personnes handicapées. Moi, la première, j'ai besoin de reformuler des textes trop compliqués, ça m'aide énormément pour les sous-titres automatiques, même si ce n'est pas du tout fiable. Donc, il y a quand même pas mal d'outils aujourd'hui qui aident les personnes handicapées au quotidien. Vraiment, c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui est vraiment au service de l'accessibilité. Et il y a plein de solutions. Mais aujourd'hui, en l'état, la langue des signes, c'est loin d'être le cas. Je crois, une dernière question et après, on passe... Sinon, après, quand vous parliez de SLR, ça me fait penser, en fait, c'est un peu du NLP, mais pour la langue des signes, en fait, non? Oui. Est-ce que ça existe des LLM de langue des signes ou pas? C'est le SLR, je pense. Parce que, en fait, moi, je ne travaille pas dans l'intelligence artificielle, donc concrètement, je ne sais pas comment ça fonctionne concrètement, mais je suis passionnée par le fait qu'on arrive à construire ce genre d'outils. Et oui, je pense que c'est un LLM spécialement pour la langue des signes, le SLR. Mais il y a une ressource là-dessus que tu peux trouver. Voilà, il y a toute une explication là-dessus qui explique comment ça marche le SLR. Donc, de toute façon, chez les ressources, et du coup, voilà, c'est basé sur ce prompt-là, donc c'est vraiment un truc de vraiment basique. Et tu fais, voilà, on arrive de traduire en anglais vers la langue des signes américaine. Donc, ils expliquent comment ça marche et comment faire. Vraiment, c'est une documentation qui est bien faite. Donc, si j'arrive à... Voilà, et du coup, tu peux accéder à mes slides via le QR code. Il y a tous les liens. Voilà. Merci beaucoup.